L'obsolescence programmée est une notion qui a le vent en poupe, vous en avez sans doute déjà entendu parler dans de nombreux médias, mais il convient de distinguer entre trois grands types d'obsolescence. La première, c'est l'obsolescence technique, c'est tout simplement quand un produit est remplacé techniquement par un autre, est rendu désuet par un progrès technique. Eh bien par exemple, la locomotive à vapeur est rendue obsolète par la locomotive électrique, qui est elle-même rendue obsolète par le TGV. Le deuxième grand type d'obsolescence, c'est l'obsolescence psychologique, c'est tout simplement quand le consommateur désire changer de produit alors qu'il n'y a pas eu de progrès, il n'y a pas de nouveau produit pour remplacer un produit qui fonctionne parfaitement bien. Cette obsolescence psychologique est bien entendu encouragée, soutenue, facilitée, notamment par des budgets marketing et publicitaires très importants. Rappelons que en 2019, le budget de la publicité au niveau mondial, tout secteur confondu, s'élève à 600 milliards de dollars. Et puis enfin, un troisième type d'obsolescence, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'obsolescence programmée ou l'obsolescence planifiée, c'est-à-dire quand un metteur sur le marché anticipe une défectuosité artificielle qu'il inclut dans le produit pour que celui-ci ne fonctionne plus, tombe en panne, après un certain nombre d'utilisations. Alors deux exemples historiques pour bien comprendre ce phénomène. Il y a eu les bas commercialisés par Dupont de Nemours. Les bas sont en nylon, un matériau qui est normalement extrêmement résistant. Eh bien, Dupont de Nemours a embauché des ingénieurs en leur demandant expressément de travailler sur le nylon pour le rendre moins résistant, pour que les bas se filent plus facilement et que donc les femmes achètent plus de bas. Un autre exemple, ce sont les imprimantes, notamment de la marque Epson à une certaine époque, qui comportaient des petites puces qui provoquaient une panne artificielle au bout d'un certain nombre d'impressions, par exemple 10 000 ou 15 000 impressions. Alors, dans la vraie vie, ces trois types d'obsolescence sont généralement mélangés. Le metteur sur le marché ne choisit pas de se dire « Tiens, eh bien pour tel produit, je vais tout axer sur l'obsolescence psychologique avec des budgets marketing très importants, et puis pour tel autre, on va faire de l'obsolescence programmée. » Non. En fait, ça dépend un petit peu du type de bien, mais la plupart du temps, les trois obsolescences se retrouvent dans le même produit. Pour bien comprendre ça, je vous propose l'exemple célèbre du smartphone commercialisé par la célèbre marque à la pomme croquée, l'iPhone, qui, depuis sa première mise sur le marché en 2007 jusqu'en 2019, a vu 24 versions différentes de l'iPhone être commercialisées. Alors bien sûr, ce nombre important de versions s'explique en partie par une obsolescence technique, notamment avec l'arrivée de la 4G puis de la 5G. Mais pas uniquement. Il y a également un phénomène d'obsolescence psychologique très important, avec là aussi des budgets publicitaires d'Apple qui soutiennent cette obsolescence psychologique. Alors jusqu'à assez récemment, Apple rendait public ces budgets publicitaires. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais on est sur un ordre de grandeur d'environ 100 millions de dollars par an, toutes dépenses publicitaires d'Apple confondues. Pour les consommateurs pour lesquels cette obsolescence psychologique ne suffirait pas, il y a enfin un phénomène d'obsolescence programmée ou planifiée, avec notamment un ralentissement du système d'exploitation des iPhones causé par des mises à jour automatiques ou une durée de vie de la batterie qui diminue au fur et à mesure des chargements de batterie, avec des batteries parfois qui ne durent plus que quelques dizaines de minutes avant de nécessiter une recharge. C'est pour lutter contre ce phénomène-là précisément, celui de l'obsolescence planifiée ou programmée, que des lois ont été adoptées. Il est bien évident qu'il ne peut y avoir aucune loi pour lutter contre l'obsolescence technique, on ne peut pas avoir une loi qui empêcherait le progrès technique, et il n'y a pas non plus bien sûr de loi contre l'obsolescence psychologique. La seule forme d'obsolescence contre laquelle le législateur peut essayer de faire quelque chose, c'est donc bien l'obsolescence programmée. C'est donc la loi numéro 2015-992, qui a été adoptée en 2015, qui a créé le délit d'obsolescence programmée, et je vous lis donc le texte exact de cette loi. C'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement, et c'est passible d'une amende et de 2 ans d'emprisonnement. Ce qui est très important dans cette citation, c'est le délibérément. Délibérément, cela veut dire qu'il faut arriver à prouver une intention frauduleuse du metteur sur le marché, et pas simplement à montrer qu'il y a eu une panne ou une défectuosité ou que le produit ne fonctionne plus. Il faut arriver à montrer que c'était volontaire. Et cela, c'est assez difficile à faire. Il y a donc des procès qui sont en cours, mais qui durent assez longtemps.
Notons toutefois, en février 2020, un procès historique, puisque justement, l'entreprise Apple a été condamnée à payer 25 millions d'euros d'amende, précisément sur cette question de l'obsolescence programmée des iPhones. Un acteur à connaître dans la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui soutient, qui accompagne les acteurs individuels, associatifs, les entreprises, qui voudraient engager des actions en justice, et elle sert également, cette association, à sensibiliser, à faire un travail de plaidoyer. Je vous encourage donc vraiment à consulter son site régulièrement pour vous tenir au courant de l'actualité juridique de l'obsolescence programmée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a eu un double renversement, un double changement de paradigme. Pendant très longtemps, ce qui a prédominé, c'est l'éthique du durable. Jusqu'aux années 1920-1930, c'est une idée que l'on retrouvera également dans la vidéo « La civilisation du jetable », ce qui est valorisé moralement, politiquement, économiquement, c'est la durabilité, la robustesse des objets. À partir de la crise de 1929, cette éthique de la durabilité est complètement renversée, puisqu'on cherche au contraire à promouvoir une consommation des objets du quotidien la plus intense possible pour relancer l'économie nationale. Et on voit qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a à nouveau un renversement, puisque nous condamnons, pas juste moralement, mais politiquement, juridiquement, ce phénomène d'obsolescence programmée. Je voudrais à ce propos vous lire une petite citation qui illustre bien la morale de l'obsolescence programmée, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant presque un demi-siècle, l'obsolescence programmée est apparue comme une solution à des problèmes économiques. Elle a été encouragée par des économistes, par des hommes politiques, par des industriels, qui ont authentiquement pensé qu'ils avaient trouvé là la solution pour garantir le plein emploi et la prospérité pour tous. Alors c'est une petite citation que je prends de l'ouvrage Bon pour la casse de Serge Latouche, qui est vraiment un petit ouvrage que je vous recommande par ailleurs. Il fait une centaine de pages, il se lit en moins de 2 heures, il est très informé, très accessible, et qui revient un petit peu sur à la fois l'historique et les enjeux de la mise en place de l'obsolescence programmée. Un des domaines dans lequel la lutte pour que se mette en place l'obsolescence programmée a été la plus féroce, c'est le secteur de l'automobile, avec une grande bataille entre 2 grands constructeurs automobiles, Ford d'un côté et General Motors de l'autre. Ford, lui, avait parié sur la durabilité, sur la robustesse de ses voitures. Mais Ford a perdu. Et c'est Sloan, le PDG de General Motors, qui a mis en place, qui a instauré un phénomène d'obsolescence pour les voitures, avec notamment un phénomène d'obsolescence psychologique très important, c'est-à-dire avec une mode des voitures à changer, et c'est ce modèle-là qui, historiquement, a remporté la partie. Alors je vous lis une citation de Harley Earl, qui s'exprime en 1955, et qui travaille chez General Motors. Il dit « Notre principal travail est de hâter l'obsolescence. En 1934, le changement de voiture se faisait en moyenne tous les 5 ans. Maintenant, donc en 1955, c'est tous les 2 ans. Quand ce sera 1 an, on aura un résultat parfait. » Donc on voit que il y a maintenant 65 ans, l'obsolescence programmée n'était absolument pas vécue comme un problème à combattre. Au contraire, c'était vécu comme un objectif. Plus on aurait de l'obsolescence, qu'elle soit technique, psychologique ou programmée, plus cela permettrait d'avoir de la prospérité, de l'emploi, de la croissance. Alors, qu'est-ce qui a changé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on considère que, non, en fait, l'obsolescence, c'est pas top et plutôt il faudrait la combattre? Ce qui a changé, c'est une conception globale de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que jusqu'à il y a pas très très longtemps, il y avait un petit peu cette idée des ressources infinies, qui était particulièrement vraie d'ailleurs dans le monde américain, puisque vous savez, il y a ce mythe de la frontière aux États-Unis, qui est de dire, quand il n'y a plus de terre, on n'a qu'à aller un peu plus à l'ouest. Hein, et puis pendant 2 siècles, ça a fonctionné, effectivement. Quand il n'y a plus, on va un petit peu plus à l'ouest. Et puis un jour, il y a eu le Pacifique, on ne pouvait plus aller à l'ouest. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans l'espace. Ouais, ça c'est le mythe de la frontière aux États-Unis, qui est vraiment fondateur de l'esprit pionnier américain. Et puis est arrivé un moment, après la Seconde Guerre mondiale, où en fait, il y avait plus de nouveaux espaces à conquérir. En Europe, on a l'idée de la limite de façon beaucoup plus présente et depuis beaucoup plus longtemps. Mais dans les années 1960, c'est-à-dire, il faut se remettre dans le contexte de la conquête spatiale, il
il y a un auteur, Kenneth Boulding, qui a proposé une métaphore. La métaphore du spaceship Earth, du vaisseau spatial. Il faut voir la Terre comme un vaisseau spatial. Ça veut dire quoi, de voir la Terre comme un vaisseau spatial? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'input et d'output. Tout ce qu'on prend, c'est déjà dans le vaisseau. Tout ce qu'on rejette, ça reste dans le vaisseau. Si on comprend, si on voit la Terre comme ça, alors l'obsolescence programmée ne peut pas être une bonne idée. Parce que les ressources ne sont pas infinies, parce que la pollution nous retombera nécessairement dessus à un moment, car nous sommes dans un système fermé où toutes les ressources sont finies. Pour cette raison, l'obsolescence programmée n'est pas une idée de génie d'un économiste permettant de libérer la croissance, mais un délit contre lequel il est absolument important de lutter.